Dès les premières lueurs de son existence, elle comprit que la lumière ne tombe jamais seule, elle s'accompagne toujours d'une ombre qui suit chacun de nos pas. Née dans une petite maison d'Avignon, où la douceur manquait autant que l'espace, elle grandit au milieu des échos du burin de son père et des prières murmurées pour calmer l'usure des jours. Cette enfance rude la façonna plus sûrement que n'importe quelle école. Elle y apprit la valeur du silence, non comme une absence, mais comme un refuge sacré dans lequel elle pouvait déposer ses peurs, ses rêves, et cette voix qui déjà semblait trop grande pour elle. Chaque matin, l'air sentait la poussière de pierre, et chaque soir, les hymnes fredonnés par son père la berçaient mieux que n'importe quelle berceuse. Elle trouvait dans ces instants la première musique capable de suspendre la misère. Pourtant, à l'extérieur des murs familiaux, le monde se montrait moins indulgent. L'école devint pour elle un espace de contrariété et d'humiliation. On la punissait pour avoir écrit de la main gauche, on lui reprochait son écriture hésitante, on se moquait de ses rêveries. Mais ces rêveries n'étaient rien d'autre que des refrains qu'elle recomposait intérieurement, comme si sa tête avait besoin de chanter pour comprendre ce que son cœur ressentait. Même enfant, elle vivait déjà entre deux mondes, celui pesant et minéral de son quotidien, et celui aérien et vibrant que la musique lui offrait. Très tôt, elle comprit que rien ne lui serait donné, et que l'effort serait sa seule monnaie d'échange. À 14 ans, elle quitta l'école pour travailler dans une usine de Montfavet. Les machines résonnaient comme un battement métallique et monotone, mais elle y trouvait parfois un rythme secret auquel accrocher une mélodie. Le jour, elle s'épuisait pour gagner quelques francs. La nuit, elle chantait à vélo contre le Mistral pendant les pauses ou seule dans la cuisine familiale, où le silence devenait une scène improvisée. Son vélo acheté à crédit représentait son premier pari sur l'avenir, une façon de croire qu'il existait un autre horizon. Cet horizon apparut par fragments de petits concours amateurs, des applaudissements timides, puis enfin cette victoire locale d'Avignon en 1964, où elle interpréta La vie en rose comme un clin d'œil à cette autre voix qui un jour avait bouleversé la sienne à la radio. Ce moment fut son tournant secret. Elle le sut immédiatement aussi clairement que si quelqu'un lui avait murmuré « Voilà ton chemin ». L'année suivante, elle se retrouva propulsée sur une scène nationale lors d'une émission télévisée. Quand les projecteurs s'allumèrent, ce ne furent pas seulement les téléspectateurs qui la découvrirent, elle se découvrit elle-même comme si la lumière révélait enfin ce qu'elle avait toujours gardé enfoui. Mais même alors, la simplicité restait son bouclier. Sa tante puis sa sœur la surveillaient de près, lui imposant une vie austère, faite de répétitions de rigueur et d'une absence totale d'excès. On disait d'elle qu'elle vivait comme une religieuse. Elle n'en prenait pas ombrage. Elle savait que la discipline était le prix à payer pour préserver la pureté d'une voix capable de suspendre les souffles. Mais derrière cette façade de maîtrise se cachait déjà un silence plus profond, celui qui enveloppe les cœurs qui n'ont pas encore vécu pleinement, ceux qui avancent avec une destinée sans encore comprendre ce qu'elle leur prendra en retour. Quelques semaines seulement après ses premiers pas timides à la télévision, un homme entra dans sa vie avec la force d'une évidence. Il n'avait rien de ses mentors que l'on imagine doux et rassurants. Lui avançait comme un courant d'air puissant, un mélange de flamboyance et d'assurance, un professionnel redouté autant qu'admiré. Sa réputation l'avait précédé un découvreur de talent, un stratège au flair incomparable, un homme qu'on surnommait l'Américain, tant son style et son exigence semblaient étrangers au calme français. Lorsqu'il posa son regard sur elle, ce n'était pas seulement une voix qu'il vit, mais un potentiel qu'elle-même n'osait pas encore nommer. Il l'étudia comme on étudie une promesse attentivement, patiemment, avec une intuition presque sauvage. Et puis il parla. Pas avec la douceur des compliments, mais avec une franchise tranchante. Tu vas travailler comme une bête. Si tu veux une vie facile, dis non. Si tu m'accordes ta confiance, je ferai de toi une grande artiste. Elle n'avait jamais eu de vie facile. Alors elle dit oui. Ce oui changea tout. Dès l'instant où elle passa sous son aile, chaque minute de sa vie fut réglée avec une précision implacable. Il choisissait les chansons, fixait les répétitions, contrôlait les costumes jusqu'au moindre ourlet. Il transformait non seulement l'artiste, mais la femme, la façonnant selon une vision qu'il était le seul à connaître entièrement. La célèbre coupe au carré, symbole de simplicité élégante, venait de lui. Les robes austères choisies pour accentuer sa présence vocale plutôt que son apparence venaient encore de lui. Plus les années passaient, plus il devenait l'axe autour duquel tournait toute son existence. Vu de l'extérieur, le lien semblait strictement professionnel, presque mécanique.
Mais ceux qui les observaient de près ressentaient quelque chose de plus trouble, de plus intime, quelque chose que les mots ne parvenaient pas à définir. Car derrière la discipline apparente, il y avait une sorte de tendresse silencieuse, une confiance absolue qu'elle plaçait en lui, une loyauté presque dévouée. Elle disait parfois « Il vivait pour moi et je chantais pour lui », comme si leur relation formait un pacte tacite. On murmurait qu'ils étaient plus que partenaires artistiques, qu'une affection particulière se glissait entre leurs regards, qu'un attachement profond, peut-être interdit, peut-être simplement inexprimé, donnait à leur collaboration une intensité unique. Jamais elle ne confirma quoi que ce soit, mais jamais elle ne démentit non plus. Elle préférait esquiver les questions d'un sourire discret, un sourire qui révélait plus qu'il ne cachait. Pendant plus de 20 ans, ils parcoururent ensemble le monde, les salles prestigieuses de Moscou, les lumières agressives de Las Vegas, les scènes sacrées du Vatican. Lui toujours au premier rang, les bras croisés, le regard fixé sur elle, comme s'il surveillait un secret précieux. Elle juste au-delà de sa portée chantant comme si chaque note devait retrouver un chemin vers lui. Dans cette relation qui n'était ni un couple ni un simple contrat, chacun occupait un rôle impossible à remplacer. Il était son guide, son protecteur, son ancre. Elle était son chef-d'œuvre, celle en qui il avait investi plus que du travail, une part de lui-même. Et puis, comme toutes les histoires trop étroitement tissées, la leur fut brutalement déchirée. Un jour, l'homme qui semblait invincible fut terrassé par une crise cardiaque. Elle se tut durant plusieurs jours, elle la voit la plus disciplinée de France, incapable de prononcer une phrase sans que sa gorge ne se serre. Lorsqu'enfin elle parla, ce fut pour murmurer « J'ai perdu ma moitié ». Ce n'était pas une formule, c'était un aveu. La disparition de cet homme fut le premier véritable effondrement de sa vie. Celui qui l'avait construite, guidée, protégée, n'était plus. Et avec lui s'évapora une part du monde qu'elle avait appris à maîtriser, une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais su vivre sans sa présence. Lorsque la nouvelle de sa mort se répandit, ce ne furent pas seulement la presse ou les collaborateurs qui furent de bouleversés, ce fut comme si une structure invisible, un pilier secret qui soutenait son monde, venait soudain de s'effondrer. En apparence, elle demeura fidèle à elle-même, ponctuelle, précise, irréprochable. Elle monta sur scène comme si rien n'avait changé. Elle accueillit les applaudissements sans faillir. Elle répondit aux interviews avec la même politesse, la même retenue. Pourtant, ceux qui vivaient près d'elle voyaient la différence subtile mais profonde. Ce n'était pas seulement le deuil d'un mentor. C'était la perte d'un repère vital, d'un regard qui avait structuré son existence pendant plus de 2 décennies. Elle, qui avait appris à respirer selon son rythme, à avancer selon ses instructions, se retrouva soudain face à un espace immense, trop vaste, presque menaçant. La maison devint silencieuse, un silence différent de celui de l'enfance non protecteur mais oppressant. Elle demanda à sa sœur de venir vivre avec elle comme si l'absence d'une présence masculine ferme et directrice lui faisait perdre son orientation intérieure. Une autre de ses sœurs reprit la gestion de sa carrière non par ambition, mais pour lui éviter de s'égarer dans des décisions qu'elle n'avait jamais eu l'habitude de prendre seule. Peu à peu, la rigueur devint une armure plus lourde qu'avant. Elle ne riait presque plus. Ses journées se composaient de répétitions de devoirs professionnels, d'horaires fixés comme des rails. Il ne s'agissait plus de construire une légende. Il s'agissait de maintenir debout un édifice fragile, menacé de fissures. Dans le regard des gens, elle restait l'artiste accompli, l'interprète irréprochable, celle qui ne vacillait jamais. Mais dans son intimité, quelque chose s'était creusé, une sorte de vide qui ne se comblait ni par les tournées, ni par les honneurs, ni par l'affection du public. La vie personnelle déjà discrète se figea presque complètement. Elle déclina les invitations mondaines, évita les rencontres spontanées, se réfugia derrière la musique comme derrière un rempart. Elle s'exprimait moins, parlait de plus en plus en formules brèves, comme si la parole risquait d'ouvrir une brèche. Les questions sur l'amour revenaient sans cesse portées par la curiosité du public. Elle répondait calmement qu'elle n'avait jamais manqué d'amour. Elle avait sa famille et son public, et cela lui suffisait. Mais ceux qui la connaissaient percevaient la nuance, cette fissure à peine visible dans la voix, cette façon de détourner le regard lorsqu'on évoquait les sentiments. C'était comme si la perte de cet homme l'avait amputé d'une dimension essentielle, comme si son cœur habitué à battre dans une discrétion totale n'avait plus su quel tempo suivre. Pourtant, il y eut des tentatives, des relations esquissées, prometteuses, parfois attentives. Mais toutes se heurtèrent au même mur, la scène qui l'avait sauvée,
la scène qui l'avait élevé, la scène qui demeurait sa seule certitude. Un fiancé lui demanda un jour de renoncer à sa carrière. Elle rompit 3 jours avant les noces sans colère, mais avec une détermination froide. Une autre relation se dissipa dans un silence poli, comme si l'amour, lorsqu'il se rapprochait trop, devenait soudain un intrus. Elle avançait année après année dans une existence où chaque lumière publique projetait une ombre privée. Les succès s'empilaient disques-concerts, distinctions, mais sa vie intime devenait un musée immobile. Le public voyait la perfection. Elle ressentait le poids. Elle ne s'en plaignait jamais. Elle semblait avoir accepté que la musique soit son unique voie, sa seule forme de liberté et de survie. La disparition de son guide l'avait laissée orpheline d'une structure essentielle, mais elle continua à avancer, portée non par l'élan, mais par l'habitude. Par fidélité aussi, fidélité à un homme, à une promesse, à une discipline qui lui avait donné tout et repris presque autant. Après la disparition de celui qui avait orienté chaque battement de sa vie professionnelle, elle se retrouva face à un paradoxe étrange. Elle n'était plus protégée, mais elle n'était pas libre non plus. La scène demeurait son refuge, son horizon, mais tout ce qui se trouvait en dehors de cette scène semblait appartenir à un territoire mouvant trop fragile pour qu'elle ose s'y aventurer. Pourtant, des occasions se présentèrent, des visages attentifs, des gestes qui tentaient de traverser la distance silencieuse qu'elle avait érigée autour d'elle. Les sentiments affleurèrent parfois comme des bourrasques qui cherchent à entr'ouvrir une fenêtre fermée depuis trop longtemps. Mais chaque fois, quelque chose la retenait. Peut-être un devoir intime, peut-être une fidélité invisible à un passé qu'elle ne voulait pas trahir, peut-être simplement la conviction profonde que l'amour exige une disponibilité que la musique lui avait retirée. Le premier homme à tenter de percer son armure fut un entrepreneur français au charme discret, venu d'un milieu où l'on parlait peu, mais où l'on agissait avec assurance. Leur relation brève mais sérieuse prit même la forme de fiançailles. La presse s'emballa. Les proches se réjouirent, certains y virent enfin la possibilité qu'elle s'accorde une vie personnelle, une douceur qu'elle avait toujours tenue à distance. Elle semblait sereine, presque apaisée, comme si l'idée de s'ancrer dans une vie plus ordinaire lui offrait un espoir inattendu. Mais la veille d'un avenir supposé stable, la phrase tomba. L'homme voulait qu'elle cesse de chanter, qu'elle ralentisse les tournées, qu'elle sacrifie l'inépuisable dévouement à son art. 3 jours avant la cérémonie, elle rompit. Sans éclat, sans reproche, comme si la décision s'était imposée d'elle-même. Elle savait que renoncer à sa voix aurait été renoncer à la seule part d'elle qui ne l'avait jamais abandonnée. Elle ferma cette porte non par dureté, mais par lucidité. Plus tard, un autre homme élégant et cultivé traversa sa vie. Un expert reconnu dans le domaine de la beauté, homme du monde raffiné, doté d'un charme tranquille. Ensemble, ils formaient un couple presque cinématographique, elle toute de sobriété lumineuse, lui maître de l'élégance discrète. On les voyait souvent côte à côte lors d'événements publics, partageant des rires retenus, des conversations complices. Les amis murmuraient qu'ils allaient se marier, qu'une robe était même envisagée. Mais comme toujours, le fil se rompit sans explication. Pas de rupture brutale, pas de début de scandale. Juste un glissement silencieux, comme si leur histoire s'était évaporée avant même d'avoir une forme concrète. Chaque fois qu'un homme s'approchait de trop près, une frontière invisible se dressait la musique. Ce n'était pas un choix sentimental, mais une nécessité presque vitale. Depuis l'enfance, la scène avait été sa seule manière d'exister pleinement. Petite fille punie pour avoir tenu son crayon dans la main gauche, elle avait trouvé dans le chant la seule chose qu'on ne pouvait lui retirer, le seul espace où elle décidait. Renoncer à cela même pour l'amour aurait été trahir ce qui l'avait sauvée. Ainsi les histoires s'interrompaient toujours avant de devenir des récits, les promesses se dissolvaient en silence et les élans se heurtaient à cette fidélité absolue qu'elle entretenait envers la musique ou peut-être envers un homme disparu. Avec le temps, elle développa une manière particulière de parler d'amour brève, pudique, presque abstraite. Elle disait n'avoir jamais manqué d'affection, mais tout le monde percevait la nuance. Derrière ces mots apaisés se levait une vérité plus sensible, elle n'avait jamais trouvé un amour qui puisse cohabiter avec la force intransigeante de sa vocation. La scène encore et toujours demeurait l'unique endroit où son cœur trouvait sa place. Et ceux qui tentaient d'y entrer n'y trouvaient jamais assez d'espace pour eux. Bien avant que les projecteurs ne sculptent sa silhouette, avant que les salles prestigieuses ne résonnent de sa voix, il existait un garçon
qui l'observait déjà, comme on observe une promesse dont on pressent la beauté avant même qu'elle ne se révèle. Il s'appelait Jean-Louis, un nom simple presque anonyme, qui ne figurait sur aucune affiche qui n'appartenait ni à l'industrie du spectacle, ni au cercle mondain. Il était menuisier enraciné dans la terre d'Avignon, fidèle aux habitudes d'un quartier où l'on se connaît par cœur, où les gestes parlent plus que les mots. Ils avaient grandi dans les mêmes rues poussiéreuses, entourées par la même lumière sèche du sud, celle qui dore les murs et brûle les silences. Il la remarqua bien avant que le monde ne le fasse. Il était présent ce soir de Noël où à 4 ans, elle chanta pour la première fois devant les fidèles de la paroisse. Un chant hésitant mais déjà bouleversant qui fit taire l'assistance et fit briller ses yeux d'enfant. Plus tard, il l'observa en douce lorsqu'elle séchait les cours pour murmurer des airs de Piaf dans un coin d'Avignon. Non pas par moquerie, mais par admiration silencieuse. À ses yeux, elle n'était pas une petite fille de plus du quartier, elle était déjà un souffle différent, une voix qui semblait trop vaste pour les ruelles étroites où il grandissait. Lorsqu'en 1964, elle hésita à s'inscrire à une audition qui pourrait changer son destin, ce fut Jean-Louis qui glissa entre ses doigts le formulaire sans emphase, sans discours. « Essaie », lui dit-il simplement. Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. Il était de ceux qui savent que les rêves n'ont pas besoin d'être applaudis pour être encouragés. Elle partit, lui resta. Non par manque d'ambition, mais parce que sa vie appartenait à la ville, à son atelier, à ses racines. Il la laissa partir sans question, sans jalousie, sans attente. Les années passèrent. Elle devint célèbre, lui demeura discret. Pourtant, entre 1965 et 1974, il lui écrivit 32 lettres. Rien de lyrique, rien d'enflammé. Juste des mots sincères, des nouvelles du quartier des clins d'œil, au passé des compliments discrets sur ses prestations télévisées. « Tu étais radieuse hier soir. Même maman a pleuré », disait une lettre. Une autre ajoutait « Je t'ai vu chanter sous les lumières. Ça m'a rappelé notre rue. » Certaines étaient à peine plus longues qu'une carte postale, d'autres portaient une émotion contenue qui trahissait un attachement profond, humble et constant. Elle ne répondit jamais, mais elle les conserva toutes rangées dans une boîte de bois sculptée comme on garde des fragments d'un temps auquel on ne peut plus revenir. Jean-Louis ne se maria jamais. Il ne quitta jamais Avignon. Il vécut simplement, travaillant de ses mains, entouré de ceux qui l'avaient toujours connu. Il suivait sa carrière de loin, avec une fierté silencieuse. Lorsqu'il mourut en 2018, son dernier geste fut un don de toutes ses économies léguées à une association offrant des cours de musique à des enfants défavorisés en hommage à la petite fille qui chantait dans notre cour. Aucune interview, aucune tentative de faire de son histoire un récit. Rien, juste un amour discret, pur, intact. En 2022, en rouvrant un vieux dossier de partition, elle tomba sur l'une de ses lettres oubliées là. Elle pleura longtemps, non par regret, mais parce qu'un fil invisible venait de se tendre entre deux vies séparées depuis une éternité. Dans cette lettre, il écrivait « Si tu reviens un jour à Avignon, va voir le figuier que nous avons planté ensemble. Je ne l'ai jamais coupé. Peut-être qu'il pousse encore. » Ce figuier pour elle devint symbole encre douleur douce. Une preuve silencieuse qu'un amour peut exister même lorsqu'il n'a jamais été vécu pleinement. L'été avançait lentement lorsque lors d'un concert en plein air dans les arènes antiques, quelque chose d'imprévu se produisit. Elle avait chanté avec la précision familière offrant au public cette maîtrise qu'il admirait depuis tant d'années. Puis soudain, elle marqua une pause. Une longue, inhabituelle pause. Sa main tremblait légèrement, presque imperceptiblement, mais assez pour que les musiciens s'échangent un regard. Le public lui se tut instinctivement comme si un souffle sacré venait de traverser l'air. Elle approcha le micro et dans une voix plus douce que la normale, elle dit « Ce soir, je veux chanter une chanson qui n'a jamais été enregistrée, pour quelqu'un que j'ai aimé en silence toute ma vie. » Les mots tombèrent dans l'arène comme un secret que l'on dépose enfin après l'avoir porté trop longtemps. Aucun nom, aucune explication. Juste une chanson, le figuier en fleurs. Une mélodie lente, presque murmurée, dépouillée de tout artifice comme une prière adressée à quelqu'un qui ne pouvait plus l'entendre. Les paroles étaient d'une simplicité désarmante. Si l'arbre pousse encore, c'est qu'il se souvient de tes mains. Je n'ai jamais dit « je t'aime » à voix haute, mais je t'ai porté en silence toute ma vie. Pendant près de 10 minutes, la scène entière sembla figée. Pas d'orchestre, pas d'effet, rien d'autre que la vérité, nue,
vibrante, fragile. Une vérité qu'elle avait gardée enfouie sous des décennies de travail, de discipline, de silence. À la fin, il n'y eut pas de cri, pas de geste emphatique. Elle baissa simplement les yeux comme si elle venait d'ouvrir une porte qu'elle n'était pas certaine d'oser refermer. Ceux qui connaissaient son passé comprirent immédiatement ce figuier n'était pas une image poétique. C'était celui d'Avignon, celui qu'elle avait planté enfant aux côtés de Jean-Louis, celui qui l'avait gardé veillé, protégé, comme on protège un souvenir vivant. Après le concert, elle refusa toute interview. Une seule phrase fut transmise par son équipe « et qui ce que j'avais à dire, je l'ai chanté. Ivo. Et cela suffisait. La chanson se répandit comme une traînée de poudre. Pas comme un tube, mais comme un souffle. Des reprises fleurirent dans plusieurs langues, mais aucune ne parvint à saisir la vulnérabilité de la version originale. Pour beaucoup, le figuier en fleurs devint l'instant où la femme se dévoilait enfin derrière l'icône. Comme si, après une vie entière à chercher la perfection, elle s'était autorisée pour la première fois à offrir quelque chose de parfaitement imparfait, son cœur. Quelques semaines plus tard, elle fit un voyage discret à Avignon. Pas de journaliste, pas de caméra. Juste elle, sa ville, la chaleur du sud, et un chemin qu'elle n'avait pas emprunté depuis des années. Le figuier était toujours là, plus maigre, un peu penché, mais vivant. Ses racines avaient fissuré les dalles du sol comme si l'arbre avait continué de chercher de s'étendre, d'exister pour deux. Elle ne resta qu'un moment, suffisamment pour toucher le tronc, prélever une petite bouture et la glisser dans un pot en terre cuite. Ce pot se trouve aujourd'hui chez elle près d'une fenêtre baignée par un rayon de soleil de fin d'après-midi. À côté repose la boîte de lettres intacte, fidèle. Dans les mois qui suivirent, la France décida de célébrer ses 80 ans d'une manière particulière, la création d'un espace qui ne serait pas un simple musée, mais un lieu vivant. Elle accepta, à condition qu'un jardin y soit planté. Un jardin où pousseraient les descendants du figuier. « Je ne veux pas que ma voix soit un souvenir, mais un passage, dit-elle. Et ce fut la preuve ultime de ce qu'elle avait toujours été, une femme qui aimait en silence, qui donnait sans ostentation, qui portait les absences comme d'autres portent en des bijoux. Johnny avait été son axe public. Jean-Louis lui avait été sa respiration secrète. Aucun des deux ne s'est jamais effacé. Dans sa dernière tournée, qu'elle appela simplement « tournée de gratitude », elle déclara « Je ne dis pas adieu à la musique, je dis merci à ceux qui m'ont tenu debout ». Lorsqu'on lui demanda si elle regrettait de ne jamais avoir vécu un amour pleinement, elle répondit « J'ai aimé. Pas comme les autres peut-être, mais j'ai aimé. Et je suis en paix ». Sa vie aura été sculptée dans le silence, mais un silence habité, dense, vibrant, celui où se cachent les vérités que l'on garde pour ne pas les abîmer.